La puissance économique du Japon est toujours largement respectée. Et pourtant, la question demeure. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à la magnifique économie japonaise que le monde craignait et admirait simultanément en 1989? Comment l'économie de cet archipel asiatique, qui a failli dépasser l'Amérique en tant que superpuissance économique numéro 1, a-t-elle fini dans la déflation et la stagnation? Cette histoire commence avec la politique monétaire facile des années 1980, initiée après le deuxième choc pétrolier lorsque le Japon, comme d'autres nations, a abaissé ses taux d'intérêt. Ceci, combiné à l'utilisation par la BOJ de la guidance de guichet, window guidance, une technique peu connue consistant à fixer des quotas de crédit pour les secteurs stratégiques, a alimenté des investissements et des innovations massives. Les industries japonaises semblaient inarrêtables, ce qui a conduit les États-Unis à imposer des limites et des droits de douane, tels que le tarif de 45% sur les motos japonaises. En 1985, les accords du Plaza ont conduit la BOJ à vendre des dollars pour apprécier le yen. Et pour contrer ces pressions, la banque a abaissé encore davantage les taux d'intérêt. Le coût d'emprunt étant extrêmement bon marché, le terrain était préparé pour l'une des bulles d'actifs les plus folles à l'échelle nationale, avec les prix de l'immobilier et des actions qui ont grimpé à des niveaux astronomiques. Ce n'est qu'en 1989 que la BOJ a commencé à augmenter les taux d'intérêt, ce qui a finalement fait éclater la bulle, marquant le sommet de la puissante économie japonaise et son plongeon dans la stagnation et la déflation. La BOJ, rétrospectivement, a agi trop tard, manquant l'occasion de dégonfler la bulle en douceur et déclenchant à la place une correction brutale qui a initié 3 décennies de malaise. Les 3 décennies de stagnation qui ont suivi ont été alimentées par une séquence de forces économiques en interaction. Les années 1990 ont été caractérisées par la déflation par la dette, où la chute des prix des actifs a laissé les emprunteurs avec des dettes massives et des garanties dévaluées, les obligeant à moins dépenser. Cette chute de la demande, l'offre restant constante, a entraîné une baisse des prix, déflation, créant un cercle vicieux où la déflation rendait le fardeau de la dette encore plus lourd. Les réductions initiales des taux d'intérêt de la BOJ étaient trop peu, trop tard. La banque, ancrée dans une culture conservatrice, n'a pas réussi à saisir la gravité de la crise et la nécessité d'une intervention rapide et agressive, une erreur que les banques centrales du monde entier s'efforceraient d'éviter par la suite. Cette hésitation initiale a été aggravée par un problème dans le secteur bancaire, car une économie chancelante rendait les prêts plus risqués. Le contre-coup public contre les sauvetages bancaires a entravé une action rapide, retardant le nettoyage nécessaire du système financier pendant près d'une décennie. Cela a culminé avec la crise bancaire japonaise de novembre 1997. La crise a finalement été arrêtée par les sauvetages gouvernementaux, qui, bien que douloureux, ont finalement éliminé l'héritage de la dette de la bulle, mettant fin au mécanisme de déflation par la dette et préparant le secteur financier pour le XXIe siècle. Cependant, dans les années 2000, le Japon est tombé dans un piège des anticipations d'inflation. Bien que le problème de la dette du secteur privé ait été largement résolu, la déflation a persisté en raison de l'importante dette publique, rendue plus difficile à servir par la baisse des recettes fiscales, et parce que la déflation récompense l'épargne et non la dépense, ce qui entrave l'activité économique. Ce cycle auto-renforçant de faibles anticipations d'inflation était peut-être le défi le plus insidieux, car il était motivé par la psychologie collective plutôt que par la mécanique des bilans. Le souvenir des années 90 a rendu les consommateurs et les entreprises japonais intrinsèquement prudents, conduisant à un changement structurel permanent vers l'épargne. Les taux d'intérêt étant bloqués à 0%, la BOJ est devenue une innovatrice, lançant la politique radicale d'assouplissement quantitatif QE pour faire baisser les taux à long terme. La BOJ naviguait en territoire inconnu, tentant de mettre en œuvre une politique monétaire non conventionnelle bien avant la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale européenne. Pourtant, l'inflation n'est pas revenue parce que les travailleurs et les entreprises japonais, habitués à une déflation douce depuis les années 90, s'attendaient à ce qu'elle se poursuive, créant ainsi une prophétie autoréalisatrice. Juste au moment où une inflation douce semblait revenir vers 2006, la crise financière mondiale a frappé, entraînant une forte contraction de l'économie japonaise, très dépendante des exportations, et replongeant la nation dans la déflation. Cette dépendance aux exportations, bien qu'étant initialement une source de force, s'est avérée être une vulnérabilité critique lorsque la demande mondiale s'est effondrée. Si cette analyse approfondie de l'histoire économique complexe vous semble utile, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres analyses de ce type. Cela a nécessité un changement radical. Menant à l'abonomique dans les années 2010, l'agenda du Premier ministre Shinzo Abe construit sur 3 flèches. La première était la politique monétaire extrême, où la BOJ a introduit des taux d'intérêt négatifs, NIR,
et un QE massif, aboutissant à ce que la BOJ détienne environ 70% de toute la dette publique et devienne le plus grand actionnaire unique des entreprises japonaises. Cette intervention sans précédent, connue sous le nom d'assouplissement monétaire quantitatif et qualitatif, QQE, était une tentative explicite de choquer les anticipations d'inflation à la hausse. La deuxième flèche était la dépense budgétaire, mais celle-ci a souvent été incohérente et minée par des augmentations d'impôts à la consommation politiquement sensible en 2014 et 2019. Ces hausses de taxes, conçues pour faire face au ratio élevé de la dette publique, se sont avérées déflationnistes, provoquant des récessions répétées et déplaçant à peine les anticipations d'inflation. La nature fréquente des démarrages et arrêts du stimulus fiscal n'a pas réussi à créer la pression inflationniste constante nécessaire. La troisième flèche, les réformes structurelles, baisse d'impôts et déréglementation pour les entreprises, visaient à stimuler la productivité et l'investissement. Cependant, ces réformes n'ont en grande partie pas atteint leur objectif, car les entreprises japonaises, marquées par les crises passées et confrontées à une faible demande intérieure, avaient tendance à thésauriser des liquidités ou à les verser sous forme de dividendes au lieu de s'engager dans des investissements productifs en capital. L'aversion au risque du secteur des entreprises est devenue un frein formidable à la croissance. En fin de compte, le plus grand vent contraire a été la démographie, car la population du Japon a commencé à se réduire rapidement, diminuant la main-d'œuvre, les revenus et la demande. Ce déclin démographique agit comme un ancrage structurel perpétuel sur la croissance. Moins de personnes signifie un PIB potentiel plus faible, quelle que soit la politique monétaire. En examinant le PIB par habitant japonais, la performance économique sous Abe n'a pas été mauvaise, se maintenant en fait au même niveau que de nombreuses autres nations industrialisées. Cela suggère que la Banque centrale est simplement hors de son champ d'action et que seules des politiques structurelles de repopulation peuvent vraiment vaincre la déflation. L'échec de l'Abenomics a augmenté significativement le taux de participation des femmes au marché du travail ou a stimulé les taux de natalité, souligne la difficulté d'utiliser la politique économique pour inverser des tendances sociales bien ancrées. Pour l'avenir, si les politiques veulent générer de l'inflation, elles doivent être fondamentalement modifiées pour rompre l'équilibre de faible croissance. La politique monétaire QE doit être associée à des dépenses budgétaires massives et soutenues, peut-être même en adoptant argent d'hélicoptère, financement monétaire direct des dépenses publiques, pour injecter du pouvoir d'achat directement dans l'économie, plutôt que de se fier uniquement à la baisse des taux d'intérêt. La politique budgétaire doit garantir que l'argent parvienne à ceux qui le dépenseront réellement, comme les ménages à faible revenu, plutôt qu'aux riches, aux entreprises qui l'épargnent. De plus, les réformes structurelles devraient se concentrer sur le renforcement du pouvoir de négociation des travailleurs japonais pour faire monter les salaires, créant ainsi une inflation par les coûts, une condition nécessaire pour changer les anticipations. Cela pourrait impliquer des réformes du marché du travail qui favorisent les travailleurs, ou même un revenu de base financé par la Banque centrale. Malgré les défis, l'économie japonaise offre toujours une très haute qualité de vie, marquée par des villes propres et sûres et des industries efficaces. Le risque de déflation par la dette dévastatrice est faible puisque les dettes privées massives des années 90 ont disparu. De plus, la diminution de l'offre de main-d'œuvre due à la dépopulation pourrait éventuellement conduire à une inflation tirée par les salaires, car la main-d'œuvre se fait plus rare, obligeant les entreprises à augmenter les salaires pour attirer les travailleurs. Cependant, les coûts de cet environnement de faible croissance sont réels, en particulier pour la jeune génération confrontée à l'insécurité de l'emploi et au fardeau économique de soutenir une société vieillissante rapide. La question n'est pas de savoir si le Japon s'en sort mal, mais s'il est prêt à accepter un avenir où les marchés financiers sont largement gérés par l'État et où le dynamisme économique d'une population jeune appartient au passé. À mon avis, le facteur individuel le plus important derrière le prolongé est le cycle autoréalisateur des faibles anticipations d'inflation, qui est maintenant structurellement renforcé par la démographie adverse. Le choc initial de la déflation par la dette dans les années 90 a été le déclencheur, et les faibles anticipations d'inflation bien ancrées qui en ont résulté ont empêché la reprise pendant des décennies. Maintenant, la démographie agit comme un puissant plafond structurel, limitant le potentiel de croissance de l'économie et rendant toute tentative de choquer les anticipations encore plus difficile. Le changement individuel le plus efficace serait une expansion budgétaire coordonnée et soutenue qui cible explicitement l'augmentation des dépenses des ménages, couplant efficacement le QE avec des dépenses publiques directes, par exemple de l'argent d'hélicoptère ou de grands transferts permanents aux ménages à faible revenu, tout en poussant simultanément des réformes structurelles pour augmenter le pouvoir de négociation de la main-d'œuvre et les salaires. Cette combinaison est nécessaire pour briser de force la barrière psychologique des faibles anticipations, annuler le réflexe d'épargne des entreprises et contrecarrer la pression à la baisse du déclin démographique.